L'ours indien, en un mot, ce que ça veut dire, c'est le composé de deux mots. Lour, c'est la terre, L-U-R. Sindhya, ça vient d'un verbe qui s'appelle le verbe sindhu, ça veut dire protéger. Donc, l'ours indien, c'est la terre protégée. Voilà. Moi, je souhaite vous parler de l'ours indien en m'inspirant d'éléments d'histoire et pour vous dire pourquoi l'ours indien a été créé, quand est-ce que ça a été créé, comment ça fonctionne, c'est quoi ses moyens d'action. On est bon? On continue? Donc, je vais m'aider d'un PowerPoint sur lequel je vais passer, ma foi, assez vite. Historiquement, l'ours indien est né en 2013, mais c'est la succession assumée d'une aventure qui a démarré dans les années 80 et d'un groupement foncier agricole. Alors, le contexte dans lequel s'était créé le GFA, le groupement foncier agricole, il y a 40 ans maintenant, c'était déjà une perte d'accès au niveau des terres agricoles et on le voit sur les éléments qui vous sont soumis là. Depuis les années 2000, la perte de terres agricoles est notable et la perte des effectifs de paysans est aussi à remarquer, remarquable. Donc, il était important de pouvoir à la fois garder de la terre à destination agricole et aussi aider des paysans à pouvoir s'installer et à ne pas tout le temps avoir à payer les moyens de production sur lesquels ils allaient être installés. Est-ce que techniquement, ça fonctionne toujours? C'est bon? Parfait. Très bien. Dans les éléments de contexte, ben oui, effectivement, hein, ce qu'on a vécu en début d'année nous rappelle que plus on a nos moyens de vivre sous la main et mieux on se porte. Donc, effectivement, avoir de la terre agricole et de l'alimentation qui est récoltée dessus, des bêtes élevées dessus, ça nous rend moins vulnérables, que ce soit sur des dimensions d'épidémie comme on a eu ou tout autant de réchauffement climatique, mais sur lequel je vais pas revenir. Alors, comment on fonctionne depuis 2013? Je vous ai parlé historiquement du GFA qui est né dans les années 80. Depuis 2013, il y a 3 structures qui existent. Pour faire simple, les 3 s'appellent l'ours indien. Il y a un ours indien qui est une foncière et qui a pris tout l'argent qui était détenu par le GFA, tout le capital qui était détenu par le groupement foncier agricole et qui l'a mis dans une structure d'entreprise qui est une société, une SCI et qui permet à des gens de mettre de l'argent tout au long de l'année et ce qui nous permet d'avoir une épargne libre et qui est alimentée. Ce que ne permettait pas le fonds, le groupement foncier agricole. Puis, nous avons une structure associative qui, elle, milite et développe des éléments d'animation pour pouvoir promouvoir à la fois l'objectif de sauvegarde des terres agricoles et d'installer des paysans, mais aussi promeut l'idée d'économie sociale et solidaire. Et je me rends compte que j'ai fait une faute, j'ai dit que c'était une SCI, mais c'est une SCA, une société en conduite en action. Donc, la foncière SCA, l'association, et puis, dernier né, le fonds de dotation. Et alors, le fonds de dotation, c'est une structure qui s'inspire des fondations et qui nous a été possible de faire ce fonds de dotation parce qu'on a été reconnu d'intérêt général, notamment sur la sauvegarde de l'environnement. Voilà. De qui est constituée la structure qui gère l'ours indien? Bien évidemment, elle est constituée à la fois de
de tous les gens qui ont pris des actions ou des donateurs. Ça, il y en a, on le verra après, il y en a plus de 3000. Mais ces 3000 personnes ont donné, ou structures, ont donné mandat à 4 structures morales, à 4 personnes morales pour gérer les affaires de Syndia. Alors, les 4, vous les avez ici. Il y a ELB, qui est le syndicat agricole, qui est proche de la Confédération paysanne. Il y a Esqualerico Laboranza Gamala, qui est une association de développement local, mais qui est aussi beaucoup plus connue sous le nom de Chambre d'agriculture alternative. Une fédération qui s'appelle la Fédération Arapite, qui regroupe tout ce qui s'est fait comme démarche alternative au niveau agricole. Et puis, on retrouve l'Interamap, qui est la participation plutôt des citoyens qui se retrouvent dans le réseau AMAP. Voilà. Alors, comment on agit? Puisque les personnes ou des structures mettent de l'argent à l'Ours India, et comment se passe notre action? À la fois, on va sur de l'analyse de terrain, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui se passe comme bien vendu. Il y a un petit schéma après qui va vous le préciser. On regarde ce qu'il y a comme prix, comme bien vendu, et on l'analyse au prisme de l'intérêt agricole. C'est-à-dire, est-ce que cette terre qui est vendue à quelqu'un qui ne fera pas d'agriculture dessus, est-ce qu'il faut batailler pour que ça reste agricole et que cette personne ne puisse pas l'acheter? Ou est-ce que le prix qui est donné, qui est accepté à la vente pour cette terre, est-ce qu'on doit maintenir ce prix à la hauteur à laquelle elle est, ou est-ce qu'il faut demander une révision de ce prix? C'est ce qu'on appelle la préemption et la préemption du prix. Voilà. Alors voilà le fameux petit schéma dont je voulais vous parler. En fait, à chaque fois qu'une terre agricole est mise en vente, il y a la signature. Quand la vente se réalise, il y a la signature d'un sous-seing. Au moment où ce sous-seing est signé, le notaire a l'obligation d'informer la SAFER. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la SAFER, c'est une structure qui a été créée il y a bien longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale, pour administrer les échanges, mais aussi le stockage de terres agricoles. C'est géré par à la fois les syndicats agricoles, mais aussi des structures qui émanent du milieu agricole, de l'État, et aussi de toutes les structures économiques concernées par le monde agricole, les banques, les assurances, mais aussi les structures liées à l'environnement et à la protection du climat. Une fois cette information-là donnée à la SAFER informe de manière obligatoire les syndicats. Et pourquoi c'est important que les syndicats soient informés? C'est que les syndicats agricoles ont en leur sein souvent des militants qui sont répartis par canton et qui analysent ces promesses de vente qui sont faites, ce qu'on appelle des notifications, et ils voient si ce bien vendu a un intérêt en matière agricole, si il est vendu pour un projet agricole, et ils évaluent, comme ils sont plus près géographiquiquement du bien qui est en question, ils évaluent aussi, dans un premier temps, le prix, l'opportunité du prix qui est donné, qui est accepté par l'acheteur. En fait. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte souvent que le bien il est vendu pas à un paysan. Donc, de fait, ça va être de la terre agricole qui va disparaître d'une fonction agricole si on laisse la vente se faire. Et deuxième chose, de quoi on se rend compte aussi, c'est que le prix est un prix prohibitif, spéculatif. Et on se retrouve quelquefois
à un prix de l'hectare qui peut aller en Pays Basque de 2 500 € à 9 000 €, à des prix à l'hectare qui peuvent aller jusque quelquefois 1 million d'euros. Et donc là, l'objectif, c'est de reprendre sa casquette de militant, d'aller voir la SAFER et de dire c'est pas possible. C'est pas possible qu'un paysan puisse, même s'il le voulait, en fonction du droit à être prioritaire sur l'achat de terres agricoles, ce n'est pas possible que cette personne achète avec un tel prix. Et donc, on demande à la SAFER de partir en préemption pour baisser le prix. Alors, comment la SAFER fait baisser le prix? Elle intervient auprès du ministre du Budget et elle fait intervenir un service qui permet au regard des éléments qui ont été, enfin des ventes qui ont été faites les années précédentes, il requalifie le prix à partir d'une moyenne de ce qui a été vendu sur le territoire, sur le territoire géographique concerné. Alors, ce dont on s'est aperçu depuis 2013, c'est que en faisant cette manip-là, bon, on dérangeait sacrément les gens. Le vendeur, on nous spille un peu la SAFER qui, avant, ne partait pas forcément en préemption. Mais on a des résultats. Et ces résultats, ils sont vraiment notoires puisqu'il y a quelques fois où on fait baisser les prix, mais à plus de 70%. Donc, l'État qui garde en mémoire tous les prix de vente des structures agricoles de ce territoire, nous éclaire sur ce que l'on peut légalement redemander comme prix à la vente de ce bien. Voilà. Donc, on est sur une mission d'observation. Alors, pendant tout ce temps-là, l'argent qui est mis par les uns et les autres dort dans une boule. Mais il est très, très utile que cet argent dorme là, un petit peu, parce qu'au moment où on va à la SAFER pour demander la révision du prix, la SAFER nous dit « Attention, hein, le jour où le prix est révisé, vous devez acheter ». Et donc, plus on a un peu d'épargne disponible, mieux on est dans notre intervention auprès de la SAFER parce qu'on sait qu'on va pouvoir agir. C'est ce que ne nous permettait pas l'ancienne structure juridique du groupement foncier agricole, car il nous fallait réunir l'argent pour pouvoir acheter et on ne pouvait pas négocier le prix. Il fallait qu'on cherche le bien qui allait avec le prix, enfin avec la somme qu'on avait récoltée. Je continue? Oui? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Moi, j'ai une question. Du coup, l'Oursendia est propriétaire des terres, donc elle a acheté la terre en fait. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, une fois que on se met d'accord sur tel bien, on remet en cause sa vente à un non paysan ou on accepte une vente à un paysan, mais pour autant, nous, on est intéressé par acheter la terre parce que l'objectif de l'Oursendia, c'est de garder la terre ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'on ne revendra jamais la terre, même à un paysan à qui on va louer, même si on lui loue pendant 30 ans. L'intérêt, c'est qu'avec notre épargne, l'épargne de tous, si tous les gens qui regardent cette conférence ont mis de l'argent à l'Oursendia, eh bien, avec cet argent-là, on a acheté une ferme. Dans 20 ans, quand le paysan aura arrêté sa carrière et qu'il partira à la retraite, s'il part dans 20 ans, eh bien, on n'aura pas à racheter de ferme le jour où on réinstallera quelqu'un. Donc, ça veut dire que le coût, on baisse le coût d'activité du paysan qui va s'installer sur les fermes de l'Oursendia. Parce que l'achat, c'est nous qui l'avons fait. Ce sont les gens qui mettent leur épargne à l'Oursendia, une partie de leur épargne à l'Oursendia, qui assument collectivement le coût d'achat
de la ferme. Et c'est ça qui est vraiment, et économique et solidaire. Et même environnemental, parce que depuis que l'ours indien existe, on est sur des installations de fermes qui s'engagent volontairement sur de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis 2013, donc on a acheté une dizaine de fermes. On a installé sur ces fermes donc des paysans, 11 paysans. On s'engage aussi, on fait aujourd'hui, on s'engage. J'ai fait une erreur. Super. Hop, je reviens. Je vous vois tous. Salut Dominique. Hop, je repars. Mais il faut que je trouve ce dont j'étais en train de vous parler. Hop. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint toujours? Non? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Est-ce que tu fais partager ton écran en bas? Oui. J'y reviens, mais je pense avoir perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est bon, je n'étais pas au bon endroit. Pas de problème, t'inquiète. Alors, je partage l'écran. Ça permet de dire bonjour à tout le monde. Et voilà. Et en diaporama. Voilà. non plus. Reprendre. Je voudrais mettre mon diaporama en grand. Tu mets à partir du début, oui, ou c'est là. Ouais. On est bon là? Ouais, super. Vous voyez? Ok. Hop. Donc, on en était là. Donc, nous avons aussi comme mission de sensibiliser les citoyens à l'enjeu de la préservation de la terre nourricière. Alors, comment on fait? On organise des conférences, on mène des réunions publiques dans certaines mairies quand elles sont en difficulté par rapport à quelquefois des opérations financières ou des opérations foncières plutôt sur leur commune et quand elles ont besoin d'y voir un petit peu clair. On participe aussi à la mise en place d'autres structures et notamment une structure très intéressante qui s'appelle Trebatou, qui veut dire Trebatou, c'est en basque, ça veut dire s'entraîner. Et donc, Trebatou, c'est une structure de pépinière plus habituellement appelée pépinière d'entreprise ou espace test. Et ça permet à des futurs paysans ou paysannes d'avoir un statut pour pouvoir tester leur activité agricole. Et donc, on peut mettre à disposition de la terre qu'on a achetée pour la louer à un espace test, enfin un lieu test, pour pouvoir accueillir quelqu'un qui fera du test pendant 3 ans. Donc, par exemple, là, on a une ferme qui a été achetée, une des toutes premières fermes, qui a été achetée par le GFA il y a 40 ans. Et sur cette ferme, le paysan est parti à la retraite. Il y a des terres libres. Et on est en train de voir comment on va réattribuer ces terres. Et on envisage qu'une partie des terres soit disponible pour faire du test agricole. Donc, ça nous donne aussi un moyen d'agir complémentaire par rapport à ce qu'on avait au préalable. Et puis, on participe aussi au réseau Sokaitsak, qui est un réseau informel
qui permet aux structures qui travaillent dans le développement agricole et dans l'accompagnement à l'installation agricole, qui permet de faire appel à l'ours India pour rechercher de la terre pour certains porteurs de projets. Alors, un porteur de projet, par exemple, qu'on a rencontré en fin 2016, c'est cette jeune femme qui est sur le tracteur, qui s'appelle Laura. Et en fait, Laura, elle voulait s'installer comme maraîchère. Et dans les fameuses notifications qu'on a vu arriver dans le petit schéma vert là tout à l'heure que je vous ai présenté, il y a une notification qui arrive d'une vente d'une ferme à Hurte, d'un paysan à la retraite vers une personne qui mais qui n'est pas paysan. Et une personne qui l'a certes, j'ai refait la même erreur, qui l'a certes aidé, c'est une personne qui est intervenue pour l'accompagner sur des problèmes de santé qu'il avait. Mais cette personne, elle n'avait pas de projet agricole. Et donc, quand on a su que la vente avait été finalisée, on a remis en cause le fait que l'acheteur puisse acheter. On est allé rencontrer la SAFER. Le prix était vendu, enfin le bien était vendu à un prix tout à fait correct. Et on est revenu quand même devant la SAFER pour faire valoir l'intérêt agricole. Et donc, ce n'est pas une terre d'agrément qu'il y a sur ces 8 hectares-là, c'est maintenant une ferme maraîchère. Voilà. Donc, on a mené l'activité de bout en bout, à la fois en sollicitant la SAFER pour qu'elle remette ce bien sur le marché agricole. Et puis, on s'est positionné avec la candidature de Laura. Il y avait aussi d'autres candidatures, mais c'est Laura qui a été acceptée. Parce que aussi, elle a eu un projet soutenu par les citoyens et notamment le collectif des AMAP qui savait qu'il y avait besoin d'un approvisionnement en légumes sur eux. J'ai vu une petite main se lever. Oui, non? Je continue? Non, c'est un applaudissement. Ah, J'ai juste applaudi. d'accord. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à lever la main pour que si vous souhaitez prendre la parole. Et juste, moi j'ai une question. Du coup, Laura, elle paye un loyer à l'Ours India tous les mois ou Tout à fait. En fait, on est des bailleurs de terres agricoles. Donc, chaque année, il y a un barème, préfectoral, un barème départemental qui est édité, qui est vraiment un barème à prix plancher. Et on peut louer beaucoup plus cher, mais on peut s'inspirer de ce barème et on loue en moyenne, ça peut être entre 100 et 200 euros l'hectare à l'année. une durée indéterminée ou vous avez Pour une durée indéterminée, oui. C'est ce qu'on appelle en fait un bail de carrière. C'est-à-dire que Laura, en l'occurrence, là, elle a une trentaine d'années. Eh bien, si elle travaille jusqu'à la fin de sa carrière, son bail, il est maintenu jusqu'à la fin de sa carrière. Quand elle arrêtera, si elle a eu des enfants d'ici ce temps-là, et que ses enfants veulent reprendre l'activité, ils seront prioritaires pour reprendre le bail. Si Laura, elle arrête, eh bien, il y aura un candidat qui soit transformera la ferme ou soit repartira sur une activité maraîchère. OK? Isabelle, tu peux situer ce que tu as dit pour Trébatou, là, cette ferme-là qui était une des premières fermes qui avait été achetée et qui va maintenant servir d'espace test. Tu peux dire où ça se situe? Alors, c'est à Hurte. C'est à Hurte aussi. Ah oui, d'accord.
Et c'est une ferme là sur laquelle il reste 6-7 hectares. Et en fait, on trouve dommage de réinstaller quelqu'un seul. Et donc, on est en train de réfléchir. On vient de lancer un appel à projet, un appel à candidature, en fait. Et on va voir ce qui revient, quels sont les candidats. Et puisqu'on n'est pas pressé par le temps, parce que ce fameux petit schéma vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, des fois, c'est limité à 3 semaines, un mois. Hein. Donc, il faut qu'on soit très, très réactif. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'argent en épargne et que ce soit un peu stocké un petit moment pour pouvoir avoir les moyens d'agir. Parce que faire une collecte en 3 semaines, ce n'est pas possible. Isabelle, juste une précision peut-être pour ceux qui sont rentrés et que nous accueillons avec plaisir, qui sont rentrés au fil du temps et qui n'ont donc malheureusement pas eu le début de ta présentation. Est-ce que ton PowerPoint pourra être transmis à ceux qui le souhaitent? Oui, oui, oui. Merci. Voilà. Je l'enverrai à Mathilde, il n'y a aucun souci. Parfait, merci beaucoup. Autre histoire de l'ours India, fin octobre, sur une réunion de l'ours India, une réunion de gestion, on se réunit tous les mois. On a une salariée qui vient de passer à temps plein maintenant, mais on a très très peu de moyens. On fait en sorte que tout l'épargne que l'on récolte soit à destination de l'achat. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens financiers dédiés à la masse salariale. Et donc, on travaille beaucoup entre bénévoles aussi. Et donc, lors d'une réunion de gestion, un paysan avait demandé à nous parler, on le reçoit et il nous dit moi, dans mon village, je sais qu'il y a une ferme qui est vide, je sais qu'elle va être vendue. Et, j'aimerais bien que l'ours India se positionne et réfléchisse. Et donc, dans la même soirée, les quatre que nous sommes, les 4 personnes, enfin les 4 associations, les 4 structures morales que nous sommes à gérer l'ours India, on a checké très vite, est-ce qu'on a des candidats, est-ce qu'on sait à peu près combien ça peut coûter, est-ce que quelqu'un connaît la ferme. On a mis en œuvre un petit calendrier d'actions à faire sur les semaines à venir. Et en fait, dans les 15 jours, on avait tous nos éléments pour pouvoir se positionner. Et on a pris contact avec et Bastien, qui en fait étaient d'anciens salariés de paysans au Pays Basque et qui étaient partis dans une autre région pour travailler et qui étaient sacrément contents qu'on les recontacte pour pouvoir s'installer au Pays Basque. Voilà, donc ça, c'est une action qui s'est faite à l'amiable. Les propriétaires étaient tout à fait d'accord pour pouvoir envisager ce type d'achat par Celia. Il n'empêche que c'est passé par la SAFER, il n'empêche qu'il y a eu aussi de la concurrence et que je vous passe les petites accroches qu'il y a aussi entre porteurs de projets parce qu'il faut mettre en place des critères de choix et il y a toujours des gens qui ont envie de s'agrandir et de toujours plus s'agrandir. Et généralement, c'est toujours ceux qui ont beaucoup, qui ont aussi beaucoup d'influence. Voilà. Donc, l'ours India fait un peu quelquefois fonction de justicier. Mais c'est ça l'économie solidaire et sociale. Hein. La dernière opération en date, avec l'argent de l'ours India, eh bien, on va acheter, parce que là, on n'a pas encore du tout, on a commencé la collecte, mais on n'a pas encore terminé, de la terre sur Saint-Jean-de-Luz. Et là, on était dans le cadre d'une maison qui était vendue avec de la terre agricole. On l'a su et on s'est interposé, on est intervenu. Ça a été assez long.
Et en fait, je pense que les propriétaires de la maison ont un petit morceau de terre suffisant pour pouvoir vivre à l'aise. Mais on a partagé donc ce bien pour que Martin, qui est en photo là, puisse pouvoir s'installer. Voilà. Et alors, on a vu Laura qui fait du maraîchage, on a vu Perrine et Bastien qui ont un troupeau de brebis et qui font du fromage. Et Martin, lui, il va faire pousser de la vigne et il va faire du vin de pays en dehors de l'appellation d'Irouléguy. Et on le voit poser là, juste devant des lianes de houblon parce qu'il fait aussi de la bière. Voilà. C'est un paysan de la soif, ce Martin. Là, vous aurez des éléments un peu chiffrés sur notre collecte depuis 2013. 800 000 €. On a l'épargne, mais on a aussi de l'épargne de structures qui sont issues de l'économie sociale et solidaire, des entreprises, des structures qui font de l'investissement dans du développement local, comme Sopoa, par exemple. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un bilan confortable de 800 000 € parce que on aurait beaucoup moins si on devait compter que les apports individuels. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait partie du réseau d'économie sociale et solidaire. C'est pour montrer que dans ce réseau, il y a aussi des gens qui ont, des structures qui ont de l'argent par d'autres réseaux. Et par exemple, il y a des structures qui sont très médiatisées et qui récupèrent des fonds. Et il y a des structures moins médiatisées comme l'Ours India et qui ont aussi besoin de fonds. Donc, on bénéficie de l'aide de certains et on les en remercie. Donc, on est aussi, vous le voyez sur le bas du document, un outil de dissuasion par rapport au prix spéculatif. On a remis en cause 35 ventes pour 118 hectares et ça, on n'en est pas peu fiers. C'est vrai que ça peut… c'est un peu quelque chose dont on a du mal à parler aujourd'hui. On s'accroche souvent aux achats de fermes qu'on a pu faire et à l'installation de paysans, mais ce travail de dissuasion de vente à prix spéculatif est très, très important. Et moi, à chaque fois que je me rends compte de combien j'ai mis à l'Ours India cette année, ce qui est une somme tout à fait simple et peu importante, quand je vois comment ça peut bloquer la spéculation en Pays Basque, eh bien, ça me motive pour remettre chaque année. Tout à fait. Et puis, un petit bilan, tous ces points blancs, et bien voilà, ce sont toutes les fermes, les 25 fermes de l'Ours India et du GFA. Ces 25 fermes qui ont été achetées ces 40 dernières années. Donc, vous pouvez voir que l'Ours India, dans sa structuration actuelle, a acheté 13 fermes depuis 2013. Donc, on a une activité très, très soutenue depuis 7 ans. Alors, de quoi on a besoin? Vas-y, Gis. J'aurais juste posé une question sur le suivi en gestion de ces fermes. Est-ce que c'est l'Ursindia ou est-ce qu'il y a une autre structure? Parce qu'on sait tous aussi que le monde paysan souffre parfois, ne serait-ce que des épisodes de grêle, d'inondations, etc., qui peuvent mettre à mal les récoltes. Qu'en est-il? Alors, dans les 4 qui ont la mission d'être commandités, parce que c'est une société en commandite par action. Les commanditaires, c'est ceux qui ont mis l'argent dans la boule. Les commanditaires, c'est ceux qui sont dans le carré, les 4, et qui font et qui mettent en œuvre des décisions à la demande des commanditaires. Sur ces 4-là, on a toutes les structures agricoles qui existent au Pays Basque. Par l'intermédiaire de la Fédération Arapite,
et par l'intermédiaire du syndicat, de la Volonté Gambara et de l'Interama. Ce qui fait que immédiatement, quand il y a une difficulté, on le sait. Et donc, c'est ce qui fait notre grosse force, parce que bon, je n'ai pas eu cette question encore, mais souvent on me pose la question, et c'est quoi la différence entre l'Ours India et Terre de Liens? Ah oui. Terre de Liens est né bien après le GFA Loura, hein, et un peu avant l'Ours India, puisque Terre de Liens, c'est fin 2010, début 2011. Et en fait, comme nous, on existait déjà, on n'avait pas envie et on ne pouvait pas avoir les moyens de tout déléguer à Terre de Liens. Parce que Terre de Liens a un système de prise de décision par rapport à l'achat très lent. Ils ont aussi un système de prise de décision qui n'est pas anti-spéculatif. Ils ne pratiquent pas la contre-offre prix à leur grand désespoir. Hein. Ils aimeraient pouvoir le faire. Hein. Ils n'ont pas l'organisation agricole qu'a l'Ours India. Et nous, c'est grâce au syndicat, c'est grâce à la présence du syndicat agricole dans les 4 qui gèrent l'Ours India qu'on a cette capacité d'action. Parce que tout de suite, en une soirée, on fait le double travail on analyse les notifications dans un premier temps, tous ceux qui sont concernés par ce travail-là, et puis en suivant, s'il faut mettre en œuvre, s'il faut mobiliser l'outil l'Ours India pour dire on achète, on est candidat, et bien tout ça, ça se fait dans la même soirée. Et ça, c'est hyper efficace parce que ce délai de 3 mois, il existe au Pays Basque, mais il existe partout en France. Et donc, on ne voulait pas intégrer Terre de Liens pour ne pas perdre cette capacité d'action. Et en fait, Terre de Liens l'a tout à fait compris. Et on est en lien constant avec eux. Ils nous ont aidés à nous développer. C'est eux qui nous ont formés sur le fonds de dotation. On est vraiment en grande complémentarité avec eux. Et notamment, quand Terre de Liens nous dit « mais comment vous faites avec les fermiers quand il y a des difficultés? Comment vous faites avec vos locataires ?» Et en fait, les paysans, ils disent les locataires, ils font partie aussi de nos structures. Donc, on se connaît. On se connaît. Donc, s'il faut des coups de main, s'il faut résoudre des problèmes, l'Ours India n'est pas n'importe quel bailleur. Voilà. Et tu parlais d'aléas sur les fermes. Laura a perdu ses 3 cerfs cet hiver dans le cadre avec les tempêtes qu'il y a eu. Et en suivant, on est intervenu pour pouvoir faire des chantiers. Blé a mis en place des demandes de financement auprès de l'agglomération, auprès du département, auprès de la région. Bon, tout le monde a répondu avec des fortunes diverses. Nous, au niveau de l'Interamap, on a tout de suite mis en œuvre une caisse solidaire. Voilà, donc oui, ce partenariat qu'on a, là, les 4 commandités, c'est vraiment très, très efficace et très réactif. Super. Merci Isabelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes présentes? Est-ce que tu as terminé ton intervention? Je peux réouvrir tous les micros, comme ça la discussion sera peut-être plus libre. Je réouvre? Alors, j'ouvre tous les micros, comme ça tout le monde va pouvoir… Et du coup, concrètement, si on veut épargner chez l'Ours India, comment on fait? Est-ce qu'il y a un minimum, un maximum? Quand on peut donner, à qui on contacte? Alors, le minimum, c'est 20 €. C'est une prise de part. Mais ça, c'est quand on prend des parts à la SCA, la Société en commandite par action. Si on veut donner de l'argent au fonds de dotation, on peut donner 10 €, si on veut. Donc, la prise d'action,
on reste propriétaire de ces parts longtemps Récupérer. et on peut les récupérer, mais on n'a pas d'aide fiscale dessus, on n'a pas de réduction fiscale. Si on donne une dotation, si on est un individu, on peut avoir une déduction fiscale de 66% de son don. Et si on est une entreprise, on peut avoir une déduction fiscale de 60%. Donc, quand on veut prendre des parts, participer, soit on se rend sur le site internet et on peut à la fois prendre des parts en ligne, on peut les payer en ligne, on peut donc le site internet, il sera dans le PowerPoint, mais et c'est l'oursindia.eu. Et nous, on se balade tout le temps, enfin les bénévoles de la structure, et y compris Myriam Pirot qui est salariée, on se balade tout le temps avec des dépliants de l'Oursindia pour pouvoir adhérer de manière plus traditionnelle par le papier, avec un chèque. Voilà. Donc, sur on a aussi les documents papier pour faire les adhésions, enfin, pour faire les prises de part. Mathilde, juste une chose, il y a des gens qui ont dû couper leur micro depuis leur ordinateur, je n'arrive pas à les réouvrir. Il s'agit de Fleur, de Cynthia et de Sabina, qui a priori ont leur micro, ça y est, user est ouvert. Fleur, je n'arrive pas à l'activer et Cynthia non plus. C'est bon. C'est bon. Voilà, merci. Alors, pour les souscriptions, je parle sous le contrôle de Mathilde. Je pense qu'il y a des bulletins à la maison de l'ESS. Oui, je crois qu'on a des bulletins de l'Oursindia. Ouais, Si, ouais. Moi, j'avais une question. Oui. Donc, voilà, moi, c'est Sabina. J'avais deux questions, en fait. La première, c'était savoir si l'Oursindia intervenait également à un moment où parfois il y a des terres agricoles qui sont déclassifiées pour les convertir en terres constructibles. Je voulais savoir si l'Oursindia intervenait à ce moment-là, d'une part. Et je voulais savoir également, lorsque l'Oursindia intervient, est-ce que c'est à chaque fois pour des achats de terres qui sont comment dire, de propriétaires privés, de particuliers, ou parfois aussi dans le cas de terres agricoles qui appartiennent à des institutions publiques, des municipalités? Alors, sur la première question, effectivement, on intervient sans cesse sur la question des plans locaux d'urbanisme qui font que de la terre agricole part à l'urbanisation. Sans cesse on bataille, on est en procès. Alors, je voulais pas, c'est pas dans la présentation, mais l'Oursindia et par l'association a la capacité d'ester en justice par rapport à la sauvegarde de la terre agricole. Ce qui nous vaut d'être en procès avec la commune d'Arbonne, par exemple. Ce qui nous vaut de tirer l'oreille aujourd'hui à la CAPB, mais de manière légale, hein, en disant qu'il y a des PLU qui sont votés et qu'ils ne sont pas votés sur des bases correctes. Donc, oui, on intervient. C'est quand même… on intervient comme un moyen de pouvoir être une alternative, mais la lutte à l'origine, c'est une lutte syndicale. C'est-à-dire que c'est ELB, c'est le syndicat qui porte la lutte et qui utilise le moyen l'Oursindia pour mettre en œuvre une destinée agricole. D'accord. À peu près clair ce que je réponds? Oui. Bon. Alors pour nous, c'est quelque chose d'hyper chronophage, hein, ce type d'activité, parce que faut repartir sur un PLU, il faut l'analyser,
Et aujourd'hui, les gens qui écrivent les PLU sont très forts, sont très bien conseillés et arrivent à faire passer des vessies pour des lanternes. Et on se retrouve avec des PLU qui font des économies de terres agricoles, mais sans pour autant avoir ouvert à la culture ces terres agricoles. Donc, c'est des petites manipulations qui sont très bien faites. Mais il faut être vraiment au fait des manières de faire pour pouvoir aller les dénoncer. Et bon, il faut vraiment y passer du temps. Donc, il faut vraiment qu'on soit à plusieurs. On est sur d'autres PLU au Pays Basque, on est entre structures environnementalistes comme le CAD, mais aussi des structures de voisinage d'endroits qui viennent d'être décidés d'être à lotir, alors qu'à l'époque, c'était sur de la terre agricole. Et bon, on est plusieurs intervenants, mais l'Ours India a cette capacité à chaque fois à être une clé pour une possibilité pour répondre au fait de ne pas laisser partir cette terre en dehors du milieu agricole. Est-ce qu'on achète de la terre ou des bâtiments à des structures, des collectivités? On peut. Est-ce qu'elles ont envie de nous les vendre? Je ne pense pas. Nous, on aime plutôt collaborer ensemble, mais s'il y avait le feu, peut-être qu'on le ferait. Les collectivités locales, territoriales vendent de la terre au privé. Hein. Donc, l'Ours India, c'est une structure privée. Voilà. D'accord. On peut acheter, effectivement. Et ça rejoint un point que je n'ai pas évoqué, c'est de quoi a besoin l'Ours India à l'année. En fait, nous, à l'année, pour être bien, il faut au moins 100 euros par actionnaire. Il nous faut 350 000 euros. Entre 350 et 400 000 euros. Ce qu'on n'a jamais. Puisque on a récupéré, vous avez vu, sur 7 ans, on a investi 800 000 euros. Donc, on ne les a pas. Mais c'est ce qu'on poursuit chaque année. Parce que avec une trésorerie d'épargne de ce montant-là, on pourrait être sur tous les fronts. Parce qu'il y a des fois où on ne va pas parce qu'on n'a pas assez. Et parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Et donc, on se démet, la mort dans l'âme. Mais on peut pas tout faire, ou on reporte. Là, par exemple, on aimerait acheter une ferme à un paysan qui veut nous la vendre. Aujourd'hui, il a eu l'intelligence de dire, en fait, je vais louer le temps que l'Ours India soit suffisamment argenté pour pouvoir acheter la ferme. Isabelle, une question. Est-ce que le PFL pourrait être l'intermédiaire dans ces cas-là, ou est-ce que c'est complètement inconcevable? Le PFL qui étant l'établissement public foncier local. Parce que le PFL aujourd'hui met tout son poids pour acquérir des biens que les municipalités, les collectivités ne pourraient pas acheter actuellement et dont elles auraient besoin à court, moyen ou long terme. Et pour éviter la spéculation foncière, ils l'achètent aujourd'hui pour une utilisation dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Est-ce que ça a été discuté? Est-ce que le PFL pourrait, par exemple, faire le pont lorsque vous avez un manque et quelque chose à acheter? Alors, ma réponse ne va engager que moi. D'accord. Je ne vais pas parler au nom de l'Ours India. D'accord. Mais je vais parler au nom en tant que présidente de l'Interamap. Je
je pensais avant d'arriver dans ce milieu agricole que, comme partout, les choses pouvaient être gérées avec le souci de l'intérêt public. Ben non. Notre argent individuel n'est pas géré de la sorte. Voilà. Essaye de travailler avec le PFL, avec la SAFER, dans ce sens. Par exemple, quand on remet en cause une vente au niveau du prix, il faut absolument qu'on vienne avec un candidat. Et jusqu'à maintenant, la SAFER ne veut pas entendre parler du candidat pépinière d'entreprise. D'accord. On a des gens en test de manière importante, hein, et avec des gens qui ont 2 ans, 3 ans de test. Et ça, il faut faire évoluer les mentalités. Il faut se faire confiance. Il faut avoir le goût de faire ensemble. Je m'aperçois aujourd'hui, en tant que présidente de l'Interamap, qu'on n'a pas encore le goût de faire ensemble sur ces questions. Entre le PFL, la SAFER. Dommage. Dommage. Je m'en suis exprimée directement à l'ancien président de l'EPFL en lui disant qu'il était le plus gros pourvoyeur de terres agricoles qui pourrait intéresser l'ours India et que j'étais très triste de voir toutes ces terres bloquées. Et quelle a été sa réponse? Il n'a pas répondu. D'accord. Voilà. Et on n'arrive pas à entrer dans le vif du sujet. C'est très polémiquant. La question d'urbanisation, j'ai l'impression que c'est réservé à une sorte d'un entre-soi dans lequel on ne rentre pas. Voilà. On pense. Voilà, on est en train de faire le bien pour nous. Mais pour autant, en tant que présidente de l'Interamap, je ne pense pas qu'on le fasse. Et après, j'espère qu'on va pouvoir le faire. Merci Isabelle. Une petite question là. Jusqu'à maintenant, on a parlé des terres, mais les jeunes agriculteurs, quand ils veulent s'installer, ils ont besoin de se loger aussi. Et dans quelle mesure les deux sont liés? Est-ce que parfois il y a une ferme sur le terrain? Comment ça se passe pour vous louer la terre? Et en ce qui concerne le logement, comment ça se passe? Alors, si nous avions ces 400 000 € par an, ça serait génial. Parce qu'on pourrait acheter et la terre, et les bâtiments, et la maison. Et ça serait bien. Mais aujourd'hui, on ne les a pas. Et du coup, on fait du... c'est pas du gain petit, hein, loin de là. Mais en fait, souvent, c'est les porteurs de projets, ceux qui vont s'installer, qui font l'acquisition des bâtiments. Et nous, faisons l'acquisition des terres. Voilà. Bâtiments qui revendront aux futurs utilisateurs de la terre. Mais on aimerait avoir suffisamment de fonds pour pouvoir acheter les bâtiments et encore mieux les maisons. Mais les maisons d'habitation, c'est hors d'accès pour nous, quoi, hein. Ça, on n'y arrive pas encore. Et justement, si notre collaboration dans le cadre d'Actifisol ou de l'économie sociale et solidaire plus largement nous permettait d'entrer en contact avec des partenaires pour pouvoir monter des projets qui nous permettraient de récupérer des fonds, parce qu'on est persuadé que dans l'économie sociale et solidaire, il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont envie de faire des choses. Sauf qu'on ne les rencontre pas. Moi, c'est un de mes grands regrets de
de cet investissement qu'on a dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On en a rencontré, qui sont des locaux. On en a rencontré un autre qui fait de l'épargne salariale et qui a retenu notre candidature. Mais on aimerait être plus souvent fléché, oui.